Catwoman, c'est un scénario, c'est un projet qui est, entre guillemets, c'est un peu beaucoup, qui a été maudit, semble-t-il, à Hollywood, parce que depuis la sortie de Batman No Returns, ils voulaient faire un film avec Michelle Pfeiffer sur Catwoman. Et puis, Mhm. il y a eu une vingtaine de scénaristes, je crois, qui ont travaillé dessus. Et vous, quand vous arrivez, en fait, vous avez une idée précise du scénario ou en fait, vous partez du principe que vous êtes un réalisateur, entre guillemets, je mets des gros guillemets, novice aux Oui, États-Unis, oui. en vous disant vous-même que si vous vous impliquez pas tant que ça sur l'histoire, c'est pas très grave, faut que je fasse mes gammes en tant que réalisateur première équipe. C'est pas très clair ce que je dis, je suis désolé. Non, c'est clair. Quand j'ai commencé à mettre un pied aux États-Unis, c'était avec la ferme conviction et la réalité que un metteur en scène de studio est un technicien. Et pas, c'est pas un artiste, c'est quelqu'un qui est là pour réaliser un film. En fait, sous les commandes d'un studio. Ma vision des choses, c'est que sur un gros film de studio, le metteur en scène est un CEO. On est le CEO d'une compagnie. Au-dessus de vous, vous avez le board de directeurs qui ont le droit de pouvoir. Et vous, en tant que CEO, votre rôle, c'est de faire marcher la boîte et de faire que la compagnie fasse de l'argent, etc. Donc, c'est dans l'industrie. Mais pour un film de studio, c'est pareil. On vous donne un script, on vous donne des ordres, et c'est à vous, vous êtes le boss, et c'est à vous de faire marcher et de faire que le film se fasse dans le temps, dans le budget et dans la qualité. Donc, c'est un truc que je savais dès le départ. Et je me mettais pas d'illusion sur le fait que mon attrait, que mon pouvoir artistique allait être vraiment fort. Je savais qu'on allait me demander de faire des choses, mais à ce niveau-là, j'avais pas trop d'illusions. Et Et en fait, quand je suis arrivé sur le projet, donc les 20 scénaristes, ils sont arrivés après. Avant, quand je suis arrivé, il y avait un premier script d'accord. qui était un script très comic book dans l'univers de Gotham City, bah, etc., avec Catwoman et tout le truc, et qui était écrit par un Américain, par un scénariste américain qui était spécialisé de science-fiction, de comic book, John Rodos. Et le gars qui avait en charge Catwoman était le gars qui était en charge aussi de Matrix et de Ok. Harry Potter. Donc c'était un producteur exécutif de Warner qui avait un gros pouvoir et qui faisait un peu ce qu'il voulait. Et c'est lui qui m'a engagé. Avec qui j'avais un rapport super, super sympa. Et qui me dit voilà le scénario de John Rogers est pas top, machin, etc. Je veux donner quelque chose de très différent, de action, comédie, action, etc. Et on va engager une paire de réalisateurs, de scénaristes qui avaient fait à l'époque The Game de David Fincher. Ok, avec Michael Et The Douglas. Game qui était avec Michael Douglas et qui était, moi que j'avais vu, que j'avais adoré, que super script, le script était vachement bien. Donc moi j'ai super ravi de bosser avec ces deux gars, avec ces deux scénaristes. Et, euh, et donc le producteur de Warner donne des directions aux scénaristes, il commence à faire une première version, une deuxième version, etc. Et entre-temps, ce producteur de Warner se fait virer. Bon, je passe les détails, ils sont compliqués. Oui. Se fait virer de Warner. Et du coup, le projet Catwoman, qui était son projet, devient un petit peu dans les limbes. On ne savait pas trop ce qui allait se passer avec le projet, s'il allait être abandonné ou si son successeur allait le reprendre. Il se trouve que le successeur est intéressé par le projet. À l'époque, il y avait deux projets avec des femmes hein, action héros, action hero. C'était le Catwoman et Wonder Woman. Ok, déjà. Et déjà, ouais. Et Wonder Woman, à l'époque, c'était un peu ringard, quoi. C'était vraiment la Wonder Woman des années 60 qui virevolte, qui est un peu nunuche, etc. Et à l'époque, il n'y a pas une star d'Hollywood qui voulait être Wonder Woman. Par contre, Catwoman, elle voulait tous être Catwoman. Donc c'est ça qui a fait penser un peu la balance hein, vers Catwoman, hein, et donc les producteurs de Warner donc décident de continuer la voie Catwoman, etc. Mais tout d'un coup donne une direction complètement différente au script
Et avec donc moi ma voix était quasiment évidemment bon, on demandait mon avis, mais moi mon avis comptait pour presque zéro. Et donc il continue à développer le script, développer. Et c'est comme tout, à force d'écrire, de réécrire, de changer, etc. C'est comme quand on fait une sculpture et que le nez il est un peu gros, donc on frotte le nez, on va trop frotter. Donc du coup il faut voilà, donc à force de gratter, on finit par avoir une patate. Et à un moment, le script est arrivé, effectivement, tout le monde était d'accord pour dire que le script était pas bon. Donc, ce qui était, qui avait l'unanimité. Mais le tournage était déjà prévu. Là, on était, pour se donner des dates, on était arrivé au mois de mai, hein, et le tournage était en septembre. Et on n'avait pas de script. Donc, c'est quand même, pour un film de cette taille-là, c'était un peu compliqué. C'est 100 millions de dollars, hein, c'est ça le budget. 100 millions de dollars, ouais. 100 millions. Donc le studio dit bon, on fait comme d'hab, c'est qu'on prend un script docteur, hein, et le script docteur va arranger le truc et voilà. Donc ils font appel à un script docteur, à un mec qui avait écrit, c'est lui qui avait écrit Men in Black. Okay. Donc mec super scénariste, hein, et à qui on donne le script et les notes. Il y avait quasiment autant de notes que de script. Le paquet de notes, et là, oui, non, c'était, il fallait tout refaire. Et donc, et le gars, Ed Solomon, c'est son nom, Ed dit au producteur de Warner, il dit, bah, écoutez, voilà, moi j'ai bien lu votre truc, j'ai bien compris ce que vous voulez. À mon avis, réécrire le bordel, c'est pas une bonne idée, ça demandait plus de travail que de repartir à zéro et de vraiment reconstruire depuis le début, etc. Et donc le gars a dit ok bah vas-y, je pense que c'est mieux. Donc du coup moi je travaille avec Ed, donc je lui donne plein d'idées, machin. Donc, du coup là je commence vraiment à me mettre dans le truc et avec des idées. Bon, moi ce qui m'intéressait c'était la genèse de Catwoman et de comprendre d'où elle venait, etc. Et moi il y a un film que j'ai toujours adoré qui était L'Enfant sauvage de Truffaut, hein. Quand elle devient Catwoman, en fait, elle devient un peu comme un enfant sauvage avec des pouvoirs qu'elle ne sait pas trop contrôler, hein, et qu'elle vit avec des chats et avant de se faire attraper par les humains, etc. Donc, on avait créé toute cette backstory de Catwoman, etc. Et on est arrivé à un script qui était plutôt pas mal la route, hein. Et donc ça c'était durant durant le mois de mai. Donc on travaille sur ce script. Le 1er juin, moi je devais partir à Vancouver, hein, parce que le film se tournait à Vancouver pour commencer à préparer. Je fais venir Jean Rabas, chef d'éco de Vidoc, pour bosser avec moi, parce que pareil, ma famille, je voulais bosser avec ces gens-là. Donc on travaille sur un visuel vraiment à l'image de Dark, voilà. Comic book, quoi, l'univers de DC, Dark, fascinant, hein. Donc, et ça c'est parfait pour Jean. Et voilà, donc on travaille, on fait des repérages, on commence à construire dans le studio, on tourne en septembre quand même. Et 1er juillet, on fait un rendez-vous à Warner, à Los Angeles, pour présenter au Big Boss où on en est. Et le Big Boss, lui, il en était resté à 2 mois auparavant, à savoir, on fixe le script. Voilà, on répare le script, etc. Et donc, on le présente avec les décors, avec tout, etc. Et le gars était là avec les yeux qui lui tombent du visage, en disant, mais attends, c'est quoi là Ah bon, parce que Catwoman, maintenant, c'est plus ci, c'est plus ça, etc. Le mec était complètement paumé. Il pète les plombs. Et il dit, écoutez, voilà, tout ça, j'en veux pas. Je veux que vous fixiez le script d'avant. Voilà, ça m'intéresse pas. Vous avez un truc à faire, fixez le truc. Le visuel, c'est trop noir, machin, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc du coup, on se retourne vers moi. Alors ton chef d'éco là, il est viré, on n'en veut plus. Il est trop noir, on veut un truc plus américain, machin, c'est du délire. Là. Donc les mecs me cassent, me coupent les jambes, machin, etc. Je suis obligé moi-même de virer Rabas. Parce que là, non, c'est mon pote, machin, c'est à moi de faire le sale boulot, etc. Donc, la voix pleurante, je vire mon pauvre Abbas. Et il dit, et le mec dit, vous rapatriez les premiers scénaristes et vous refaites ce script.
Et la productrice américaine, quoi, Denise Dinovi, qui avait produit le premier Batman, quoi, ouais, avec Catwoman, me dit, bah, écoute, voilà, toi, tu retournes à Vancouver, moi, je m'occupe du script avec le studio, et je t'envoie les pages. Pas de discussion. Tu fais ça. Bon, bah, écoute, j'avais signé, hein, c'est pour en chier. Ouais, ouais, Donc ouais. j'accepte, évidemment, j'accepte, donc je rentre à Vancouver, il m'envoie les pages. Alors évidemment, il fallait avoir enfin, les storyboards, parce que tout doit être préparé, calculé sur un film comme ça. On fait pas ça comme ça sans préparation. Donc il m'envoyait les pages. J'avais 6 storyboard artistes, hein, 6 storyboarders qui bossaient pour moi, donc qui faisaient du storyboard. Il m'a envoyé des pages, des nouvelles pages. Des fois, les pages avaient changé avant que le storyboard soit fini. Ça partait là. Donc, on est parti sur 2 mois de délire absolu, où entre-temps, les scénaristes étaient changés. Donc, il était pas content de ce qu'avaient fait les 2 scénaristes originaux. Donc, ils engagent un autre mec pour faire autre chose. Ils engagent, etc. Au final, c'est 30 scénaristes. Et ils ont fait des tables rondes avec 10 scénaristes. Qu'est-ce que, ouais, elle pourrait faire ci, elle pourrait faire ça, etc. Tout ça pour arriver à un truc qui était genre lamentable. Et moi, je continuais à préparer, je continuais, etc. J'avais pas le choix. Et Ok. jusqu'à une semaine avant le tournage, ma productrice m'appelle et me dit, voilà, ça c'est la version 1.0 de tournage. Bon, il y aura encore des changements, mais on travaille avec ça. T'en penses quoi? Alors, je lui dis, bah, écoute, voilà, je viens de déménager, j'habite au 15e étage, je sais pas si je saute ce soir ou demain. Mais bon, l'humour. Et donc, elle n'a pas du Ouais. tout apprécié l'humour. Et elle me dit, bah, écoute, si tu penses si tu penses ne pas être le metteur en scène pour ce film, tu me le dis, on te remplace demain. Si t'es pas confortable, il n'y a pas de problème, on te remplace demain. Et là, 300 lettres dans ma tête en me disant, voilà, je suis mort, quoi. Je suis mort. Si je me barre aujourd'hui, t'es qui, toi, le petit coureur de français qui est pas capable de un challenge, etc. Ou alors, j'accepte et je suis dans la merde parce que le script, ça va être un enfer et je vais en chier jusqu'à la fin de mes jours. Ok. Donc, je prends l'option numéro 2, qui est que voilà, je suis un mercenaire quoi qu'il arrive. J'y crois je le fais. Il y a, Effectivement, je il y dis a- Bien sûr. Il y a un super document auquel vous avez participé pour Ciné Live, où vous racontez les premiers mois du tournage, où vous mettez en avant le fait que vous avez des hauts et des bas et que des fois vous êtes très heureux et puis des fois mentalement c'est compliqué. Et ça résume parfaitement ce que vous venez de raconter, ou que très compliqué, même en termes de narration pour vous, de vous sentir 100%, voire un peu plus impliqué dans un projet. Vous y croyez quand vous tournez les films encore, honnêtement, ou... ouais, j'y crois. Ouais, j'y crois parce que je me dis, moi, je suis très positif de nature. Donc j'y crois en me disant putain, c'est Hollywood quoi, ils savent faire. Ok, ce que j'ai là, quoi, c'est toujours comme dans les films. Au dernier moment, la cavalerie va arriver. Quoi, j'étais vraiment dans le mode Hollywood. Ok, on est dans la merde, mais on va s'en sortir. On va y arriver. Tout d'un coup, il y a un mec avec une baguette magique qui va bling taper sur le truc et va faire quoi. Il va me filer un script génial et ça va y arriver. C'est voilà, c'est le combat de boxe. Et au dernier moment, tu crois que le héros il est mort et il renaît de ses cendres. C'est le phénix. Donc donc moi j'étais dans cette truc là et j'opérais au jour le jour. Et mon obsession c'était de tourner les meilleures scènes possibles, de faire les plus jolis plans possibles, de faire le mieux avec ce que j'avais, sachant que j'avais aucune vision horizontale du film. Parce que durant tout le tournage, ils ont réécrit le script. Il y avait des scènes qui étaient prévues, qui étaient annulées la veille pour le lendemain, des scènes qui étaient rajoutées, donc c'était le bordel absolu. Et donc moi j'essayais de maintenir une cohérence et de faire le truc le plus soft possible l'un dans l'autre pour que ce soit au, au final montable, qui est quelque chose. Et d'ailleurs, du coup, après, bon, à la fin du tournage, quand on a commencé à faire le premier assemblage de toutes les scènes l'une dans l'autre, ça n'avait aucun sens. Hmm. Et quand ça n'avait aucun sens, le truc, c'était
Ça va pas être possible, quoi. Et à l'époque, on était dans un timing qui était très serré, parce qu'en fait, je suis rentré en salle de montage, je crois que c'était février, un truc comme ça, moi, et le film sortait en juillet, hein. Je crois que vous avez fait des shoots un mois avant en plus. Exactement. Donc et à l'époque, en tant que metteur en scène de studio, vous avez droit à 8 semaines de montage sans que personne ne rentre dans la salle de montage, etc. Et moi, j'ai dit au studio, non, non, vous venez quand vous voulez, parce que ouais, je veux pas retarder les choses. Ouais, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, on y va, on remonte les manches, on bosse ensemble et on voit ce qu'il y a à faire pour améliorer le truc. Et effectivement, un mois avant le tournage, un mois avant la sortie du film, j'étais en studio, ici à Los Angeles, à retourner les plans, à tourner des nouvelles séquences pour faire que le film ait un minimum de cohérence. Hmm, je Non, comprends. l'aventure, elle était incroyable. Alors, avec des côtés très positifs, des côtés très négatifs, mais bon, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, évidemment, hein, mais voilà, ça a été une expérience extraordinaire dans tous les sens du terme. En termes de casting, rapidement, je crois que c'est Ashley Judd qui devait être la candidate, mais est-ce que c'est avant que vous arriviez? Ali Berry, c'est votre choix ou c'est parce que honnêtement, elle a eu l'Oscar à l'ombre de la haine? Ce qui- Non, non. Alors, au départ, ouais, c'était Ashley Judd. Et Ouais. Ashley Judd, voilà, personnellement, j'étais pas. Pour moi, c'était pas vraiment le personnage du Catwoman qu'on avait décrit dans le truc. Donc, elle est partie un petit peu aux oubliettes. Et là, on est parti à faire tout un casting avec tout. Et puis, Halle Berry est arrivé. Pas par rapport à l'Oscar, c'est plutôt par rapport à sa féminité, au côté un peu animal qu'elle peut avoir. Et Oui. au niveau, voilà, c'est ce qui marche avec. Elle est à la fois un peu ingénue et timide, et à la fois, voilà, aller était la meilleure comment retranscription du personnage qui avait été écrit, hein. Patience Phillips. Oui. À Science Phillips. Ok. Et donc, en fait, par rapport à la description que vous faites, il y a un double DVD avec des bonus, mais on vous voit jamais dans les bonus. Est-ce que c'est studio qui... Non, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique. C'est-à-dire que, donc, voilà. Alors après, maintenant il y a le côté movie jail. Voilà. Donc le film, en fait, le film pour moi a été une profonde catastrophe parce que le film a pas marché. Ça, c'est pas aux US, c'est pas un secret. Euh, le film n'a pas marché pour beaucoup de raisons, en fait. Alors, c'est marrant parce que, comme toujours, il y a deux faces à une pièce. Le film n'a pas marché pour beaucoup de raisons. La première raison est que le film a été boudé par l'audience avant que le film sorte. C'est-à-dire que le film avait été annoncé avant, Catwoman, machin, tout le bordel. Donc c'est un film de fans. Donc c'était les DC Comics, c'est Batman, etc. Donc c'est les codes très très forts, très ancrés. Ils ont décidé de faire Catwoman en dehors de ces codes-là, en disant on va révolutionner le machin, on va faire une Catwoman qui n'appartient pas à Gotham City, qui a rien à voir avec Batman et qui est standalone, qui est un truc on part de rien, on part d'un conseil des personnages et on développe un truc complètement à zéro. Et à l'époque, les fans, quand le projet est apparu, etc., à l'époque, les fans ont complètement réagi. On veut pas ça, c'est de la merde. Catwoman appartient à Batman. Il est stupide de faire ça. Et j'avais vu ça. Et j'avais dit au studio, mais voilà, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez parler aux fans? Bon, Internet c'était les débuts d'Internet, hein, au niveau comment violence des trucs. C'est 2003, 4, 5. Donc c'était les premiers blogs vraiment super critiques. Mais le studio avait pas encore conscience du poids qu'avait ça, qu'avait ces blogs. Et t'as vu, il y avait justement un mec qui avait un blog qui s'appelait I Ain't Got Good News, qui était, je sais plus comment il s'appelait le mec, mais qui régnait comme, qui faisait la pluie et le beau temps dans le monde des comic books et autres.
Et donc, à travers son blog et d'autres, il chiait sur Catwoman en disant c'est pas avant même qu'on tourne. Hein. Voilà, c'est pas possible que ce soit comme ça, etc. C'est pas Patience Phillips, c'est Ian Kyle. Voilà, vous pouvez pas nous voler Catwoman. Donc les mecs étaient vraiment super opposés à ça. Et je dis à Warner, mais il faut faire quelque chose. Vous pouvez pas laisser les mecs comme ça. Mais oh, on s'en fout de toute manière. On va trouver une audience. Les geeks, on s'en branle. Ils ont pas dit ça directement, mais en deux mots, ça voulait dire les geeks, on s'en branle. Et donc, et à tel point que donc, quand on commence à parler du côté logistique du tournage, ils avaient décidé on fait un truc, j'appelle close set, donc pas de presse, rien. C'est-à-dire qu'on tourne le film en secret, la presse ne découvrira le film qu'une fois fini. On verra rien, même pas le costume de Catwoman, que dalle. Et c'est des paris, quoi. C'est des trucs comme ça, c'est des paris. Et comme il savait que les fans étaient contre ça, il voulait pas alimenter ça, il voulait couper tout hein, et faire ça. C'est une option. Hein. Oui. Intéressant. Mais ce que les mecs avaient simplement oublié, c'est qu'on tournait à Vancouver, en extérieur, avec Catwoman en costume, et que quand on est en studio avec des portes fermées, on peut éviter les paparazzis, hein, mais quand on est dans les rues de Vancouver, ça va pas être possible. Il y aura forcément un mec sur une cheminée, sur un toit avec un téléobjectif et qui shootera les BR Catwoman. Donc vraiment, dernière minute, il décide de dire voilà, bon, on va publier une photo de Alley en costume pour dire ça, c'est Catwoman. Shut up, fuck up, vos gueules. Et donc ils font un shoot photo de merde. Alors que moi à l'époque, il y a plein de photos de Sharon Stone dans le film, et j'avais demandé à Mondino de faire ses photos pour qu'elles soient super belles, etc. Et ces truffes prennent un photographe de merde pour faire une photo d'Halle Berry en costume devant un mur de briques, et des photos nulles. Et ils publient ces photos en disant ça c'est Catwoman. Et là, tout le monde, ouais, c'est nul, c'est moche, il avait 100% raison. Hein. Et là, ça a doublé comment la hargne de tous les fans. Parce que tout d'un coup, ils se retrouvaient avec un costume qui n'avait pas de sens, avec un truc qui n'avait pas de sens, donc ça a fait l'opposé. Et donc, cette haine de Catwoman s'est développée, jusqu'à la sortie, où les gens ont boudé, voilà, et jusqu'à il y a quelques années. Donc, où j'ai découvert ça, mais extraordinaire, où tout d'un coup, c'est retour en arrière, et que là, j'ai vu, par exemple, sur Amazon, quoi, sur Prime, Catwoman a 4,5 sur 5 de satisfaction. De 4,5 sur 5. Alors qu'à l'époque, sur Rotten Tomatoes, Catwoman avait, je sais plus quel chiffre ridicule, avec 100 reviews. Donc les mecs avaient jeté leur fourme sur Catwoman. Et sur Prime, il y a 5000 viewers qui donnent 4,5 de trucs. Et effectivement, donc avec les 20 ans de Catwoman et tout un tas d'articles qui sont sortis, où tout d'un coup les gens voient Catwoman pour ce que c'est-à-dire que c'est un film pop, mignon, sympa, etc. Et la jeune génération qui n'a rien à foutre des Batman etc. prennent Catwoman pour le film que c'est, inspirant pour certaines filles, femmes, etc. Et donc le film est adoré. Et tout ça parce que les gens critiquaient le film à l'époque sans l'avoir vu. Ils disaient c'est une merde, etc. Et les mecs n'avaient même pas vu le film. Et 20 ans après, avec une perspective différente, les films voient le film pour ce qu'il est et adorent le film parce que ouais, c'est pas un film, c'est pas un film à Oscar. Hein. Ça n'a jamais été le propos. C'est un film d'1h40, divertissement, sympa. Mignon, avec une belle gonzesse, en costume de cuir qui saute d'un toit à un autre, avec une vengeance, etc., qui est l'archétype du film de entertainment de base. D'ailleurs, Ali Berry a changé un peu son fouet d'épaule, si j'ose dire, par rapport à 2004 ou 2024, où elle dit, je crois, dans une interview, qu'elle serait pas contre réaliser elle-même Catwoman 2 s'il y en avait un.
bien sûr, parce que tout d'un coup, les gens s'aperçoivent que, ouais, que Catwoman, en fait, c'était pas une merde. Les mecs, c'était pas une merde. Bien sûr. C'était sûrement mieux, beaucoup de films. Voilà, mais simplement, le film était vachement en avance sur son temps, à la fois au niveau visuel, c'est-à-dire que du coup ils m'ont forcé à prendre une direction très différente. Donc moi je suis parti visuellement avec Arbogast, hein, complètement à l'opposé. C'était Thierry Arbogast qui est mon chef-op, et du coup et j'ai même lu après que ça a inspiré Marvel en fait, que du coup le Catwoman dans le côté pop, etc., a inspiré Marvel. C'est quand même l'ironie, hein. Mais effectivement, Catwoman à l'époque était plus un film Marvel qu'un film d'ici, hein. Ouais. Maintenant venu avec le recul. Et je pense que, et ça je l'ai lu, et je pense que c'est vrai. Je pense que Catwoman a vraiment inspiré Marvel au niveau du genre, de l'image et de la mise en scène. Mise en scène, oui, oui. Et de la légèreté aussi, La peut-être. légèreté, ouais, absolument. Je voulais savoir si vous auriez une version à montrer, une nouvelle version, un peu comme Zack Snyder il a fait avec Justice League, ou pour vous le sujet est clos et c'est votre film et le Non, parce que j'ai pas eu le choix. En fait, j'ai pas eu le choix. Et l'ironie, c'est qu'en fait, quand on fait un film à Hollywood, en fait, première façon qu'on fait, c'est le director's cut, qui est votre version. Et puis après, le studio arrive et fait sa version, etc. Donc on peut toujours, tous les directeurs peuvent revenir à leur director's cut, qui est pas forcément meilleur que le studio, mais c'est le director's cut. Et donc quand on a fini le montage, le monteur, quoi, l'assistant monteur à l'époque, me dit alors quelle version on met pour le director's cut. Et à l'époque, c'était des cassettes bêta qu'on utilisait, hein, dans des cassettes vidéo. Hein. Et du coup, j'ai pris une cassette vierge avec rien dessus et je lui dis c'est ça, director's cut. Et donc, il n'y en a pas. il y en a pas. Et donc, dans les archives de Warner, le director's cut, c'est la neige. Parce que j'ai pas fait director's cut, j'ai pas pu le faire director's cut. J'avais pas le temps ni les moyens de faire un director's cut, parce que il fallait retourner pour faire un director's cut. C'est-à-dire que pour faire un director's cut, il a fallu que je retourne mes plans que je voulais. Voilà, donc ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que mon director's cut, c'est 1 heure et demie de neige.